Vous cherchez une méthode accessible pour construire un arbre phylogénétique à la main? Dans cette vidéo, je vais vous détailler un algorithme qui est à la fois scientifiquement rigoureux et facile à mettre en œuvre. Et vous n'aurez besoin que d'un crayon et d'une simple feuille à carreaux. Bonjour et bienvenue sur Evoluscope. Construire un arbre phylogénétique, c'est chercher à représenter l'histoire évolutive la plus vraisemblable de plusieurs espèces en les reliant par des ancêtres communs hypothétiques. Pour cela, on peut partir d'une matrice de caractères binaires, c'est-à-dire un tableau où chaque ligne représente une espèce et chaque colonne représente un caractère. Le caractère, s'il est présent, peut être codé par un 1 ou par une croix, et s'il est absent, par un 0 ou un blanc. L'objectif est de construire un arbre qui minimise le nombre total de transformations le long des branches qui relient les espèces. C'est le principe de parcimonie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un tel arbre avec la méthode de l'addition pas à pas. Je vais commencer par vous expliquer les bases scientifiques sur lesquelles repose la méthode de l'addition pas à pas pour construire un arbre phylogénétique. Mais si vous voulez aller directement à la partie pratique et apprendre comment tracer un arbre à la main, vous pouvez sauter cette section et aller directement au temps indiqué à l'écran. Le problème mathématique de la construction d'un arbre qui minimise le nombre de transformations le long des branches est NP complet. Cela signifie qu'il n'existe pas de manière à la fois efficace et exacte de le résoudre quand le nombre d'espèces n'est pas tout petit. Heureusement, il existe tout de même des algorithmes rapides permettant de trouver des solutions, mais sans garantie absolue que ces solutions soient bien de longueur minimale. Ces méthodes approximatives s'appellent des heuristiques. L'algorithme que nous allons utiliser est une heuristique gloutonne, appelée algorithme d'addition pas à pas, ou stepwise addition en anglais. Le terme glouton signifie qu'au lieu de chercher à optimiser directement le résultat final, ce qui est trop difficile, on optimise chaque étape intermédiaire sans correction postérieure. Le principe est donc assez simple. Pour chercher à construire un arbre phylogénétique de longueur minimale, on ajoute les espèces une par une à l'arbre, en positionnant à chaque étape la nouvelle espèce à l'endroit qui permet de minimiser l'augmentation de longueur de l'arbre en cours de construction. L'addition pas à pas est un algorithme très généraliste qu'on utilise aussi pour résoudre d'autres problèmes d'optimisation combinatoire, comme celui du voyageur de commerce, mais je ne détaillerai pas ces autres utilisations ici. L'ordre d'ajout des espèces peut changer le résultat final. Il est donc important de choisir un ordre qui maximise nos chances d'obtenir l'arbre de longueur minimale. La version de l'algorithme que je vais vous montrer est celle de l'insertion du plus proche, ou closest insertion en anglais. Elle consiste à choisir d'ajouter l'espèce la plus proche possible de l'une des espèces déjà placées dans l'arbre. Cette stratégie donne de très bons résultats. Je vais maintenant vous montrer le fonctionnement de l'algorithme à l'aide d'un exemple. Reprenons cette matrice de caractères que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo de méthodologie sur les erreurs à ne pas commettre avec les groupes emboîtés. On a 6 espèces de mammifères et 6 caractères. L'espèce qui sert d'extra-groupe est marquée d'un astérisque, c'est le koala. C'est grâce à elle qu'on pourra placer correctement la racine de l'arbre à la fin. La première étape consiste à calculer les distances entre toutes les paires d'espèces. Alors ne paniquez pas en entendant le mot « calculer », il s'agit simplement de compter le nombre de différences entre les lignes. Par exemple, entre le koala et le chat, il y a 2 différences, la queue et les dents carnassières. Entre le loup et le magot, on compte 4 différences, le rhinarium, les orbites fermées, les ongles plats et les dents carnassières. On remplit ainsi tout le tableau. On l'appelle une matrice de distance. Cette matrice est évidemment symétrique car la distance entre A et B est la même qu'entre B et A. On a donc besoin de n'en remplir que la moitié. Si vous trouvez qu'il est trop fastidieux de faire tous ces comptages aux élèves, vous pouvez leur donner la matrice de distance déjà complétée, ou bien leur demander de compléter seulement quelques cases manquantes. Le but est qu'ils comprennent bien que cette distance est une borne inférieure du nombre de transformations sur l'ensemble des branches qui relient 2 espèces sur l'arbre phylogénétique qu'on cherche à construire. Il est en effet courant qu'un même caractère change plusieurs fois au cours de l'évolution. C'est précisément à cause de ce phénomène qu'il n'est pas trivial de reconstruire une phylogénie. Notez bien cette inégalité. Elle sera importante lorsqu'on tracera l'arbre. Bon, passons à la deuxième étape.
Maintenant, nous devons ajouter 2 à toutes les distances précédemment calculées. Cette addition est une astuce qui permet de bien différencier les espèces terminales des nœuds internes de l'arbre. Sans cela, on aurait souvent des branches pendantes de longueur nulle. Vous pouvez évidemment fusionner ces 2 premières étapes pour éviter d'avoir à écrire 2 matrices. Je vais dans un instant enfin vous montrer comment tracer l'arbre à partir de cette matrice de distance, mais avant cela, je voudrais vous inviter à soutenir mon travail si vous appréciez le contenu de mes vidéos. Likez, commentez et n'hésitez pas à vous abonner à Evoluscope si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes. Et pour les plus fidèles parmi vous, vous pouvez désormais me faire un don sur la plateforme Tipeee. Allez, on reprend, on se munit maintenant de notre feuille à carreaux pour tracer l'arbre phylogénétique. On commence par chercher la distance minimale dans toute la matrice de distance. Ici, c'est la paire BC qui a une distance de 2. On trace donc un segment de longueur 2 en longeant les bords des carreaux, et on nomme les 2 extrémités B et C. On peut aussi les tracer comme ceci ou comme cela, ça ne changera rien au résultat final. On cherche ensuite dans la matrice de distance la paire ayant la distance la plus petite parmi celles qui ont une espèce déjà placée dans l'arbre et une espèce non encore placée. Dans notre cas, on regarde donc parmi les distances AB, AC, BD, BE, BF, CD, CE, CF. En cas d'égalité, on choisit arbitrairement la première paire qui se présente dans la matrice, dans l'ordre des lignes, puis des colonnes. Il y a très peu de chances que ce choix arbitraire modifie le résultat final avec les matrices relativement simples du collège et du lycée. Donc ici, on choisit la paire AB avec une distance de 4. On doit donc ajouter dans l'arbre la branche menant à A en respectant les 4 règles suivantes. Premièrement, toute espèce doit être à une distance d'au moins un carreau de tout ancêtre commun. Ainsi, on ne peut pas ajouter une branche directement sur un point nommé. On ne peut donc pas insérer A ici ou là. Deuxièmement, les distances doivent être toujours entières. On ne peut donc pas ajouter une branche au milieu d'un carreau, mais seulement aux intersections dans les coins des carreaux. On n'a donc pas le droit d'insérer A ici par exemple. Notre seule possibilité c'est là. Troisièmement, les distances sur l'arbre entre la nouvelle espèce ajoutée et toutes les espèces déjà placées doivent être au moins aussi grandes que celles inscrites dans la matrice. On voit ici que si on suit le quadrillage, AB et AC ont chacun une longueur de 2. C'est trop petit, car dans la matrice, ces 2 distances sont de 4. Quatrièmement, on doit chercher à ajouter la nouvelle espèce de telle manière à ajouter le moins de longueur possible à l'arbre en cours de construction. Autrement dit, on cherche tout simplement à ajouter la branche la plus courte possible. Ici, on voit qu'ajouter un segment de longueur 3 suffit à respecter toutes nos contraintes. Il ne faut donc pas augmenter davantage cette longueur. Et c'est le minimum qu'on puisse faire. J'insiste sur le fait qu'on ne se soucie pas du respect exact de la longueur initiale AB qui a permis de choisir A. La vraie contrainte, c'est que toutes les distances de la matrice représentent des minimums à respecter. C'est l'inégalité dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'il faut bien garder en tête. On recommence ensuite la procédure. On cherche la paire qui a la distance la plus petite parmi celles dont l'un des membres est déjà placé et l'autre pas encore. On choisit donc d'insérer D, qui doit être à une distance d'au moins 4 de A, B et C. On peut l'insérer à 3 endroits, ici en rouge. Ici, cela ferait une augmentation de longueur de l'arbre de 3 pour respecter les distances de la matrice. Ici, cela ferait 3 également. Mais là, ça ne ferait que 2. C'est donc la meilleure position, et c'est donc celle qu'on choisit. Ensuite, on cherche à nouveau la paire minimale. Cette fois-ci, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est DE. On va donc ajouter E à l'arbre. On peut placer E à 4 endroits différents, qui apparaissent ici en rouge. En tâtonnant un peu, on trouve assez rapidement que la meilleure solution est d'insérer E à 7 endroits, et que cela provoque une augmentation de la longueur de l'arbre de 3. On ajoute enfin la dernière espèce, F, selon la même logique. On remarque ici que pour une fois, l'une des distances de la matrice n'est pas parfaitement respectée. En effet, la distance AF est de 8 sur l'arbre et de seulement 6 dans la matrice. Cela indique qu'il s'est produit le long du chemin AF 2 transformations supplémentaires par rapport au nombre de différences entre A et F. Notre arbre final a une longueur de 13. Si on veut savoir le nombre de transformations qui se produisent réellement sur cet arbre, alors on doit soustraire le nombre d'espèces. Ici nous avons 6 espèces,
Cela fait donc 13 moins 6 égale 7 transformations. Cette soustraction est nécessaire parce que tout à l'heure, nous avons ajouté 2 à toutes les distances lors de l'étape de comptage des différences avant le traçage de l'arbre. Notre arbre n'a pour l'instant aucune orientation. La dernière étape consiste donc à le redessiner en l'orientant. On se sert pour cela de l'espèce qui a été désignée comme extragroupe, ici c'est le koala, c'est-à-dire le point A. Par définition, la racine se trouve entre l'extragroupe et toutes les autres espèces. On place donc la racine ici. Ensuite, on redessine l'arbre en suivant bien la structure que nous avons précédemment reconstruite. Les branches doivent se diviser aux mêmes endroits et les espèces terminales doivent être alignées sur le moment présent. On peut tracer l'arbre avec le temps qui s'écoule du haut vers le bas comme ceci, ou bien de la gauche vers la droite comme cela. Cela ne change rien, ce n'est qu'une question de préférence personnelle. Une fois l'arbre obtenu, il est facile de mapper les transformations sur les différentes branches comme ceci. Remarquez qu'on a réussi à obtenir exactement le même arbre qu'avec la méthode de compatibilité des caractères qu'on a vue dans la vidéo sur les groupes emboîtés. Comme cette dernière, la méthode de l'addition pas à pas est résistante aux inversions. Vous pouvez inverser les états présents et absents d'un ou plusieurs caractères, ça ne change pas la topologie de l'arbre obtenu, car le codage est neutre. Elle est également résistante aux homoplasies, ce qui signifie qu'un ou plusieurs caractères peuvent se transformer plusieurs fois sans que cela ne vous empêche de trouver l'arbre le plus parcimonieux. Enfin, elle est indépendante des polarités a priori des caractères, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de connaître à l'avance le sens des transformations pour résoudre l'arbre. Se servir des polarités a priori serait d'ailleurs une grave erreur de raisonnement, puisque c'est en fait l'arbre qui nous permet de déduire le sens des transformations. L'algorithme d'addition pas à pas que je vous ai présenté est une version simplifiée de ce que font les logiciels professionnels. Cet algorithme donne le bon résultat dans tous les cas qu'on peut rencontrer dans l'enseignement secondaire et même au début de l'enseignement supérieur comme dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Il a aussi l'avantage d'être simple à comprendre et facile à exécuter à la main. Comme vous l'avez vu, l'essentiel de l'algorithme consiste à tâtonner, mais à tâtonner de manière organisée. La procédure devient ainsi assez intuitive après s'être entraînée sur quelques exemples. Des élèves de 4e ou 3e peuvent y arriver rapidement. Enfin, cet algorithme n'est pas à confondre avec des méthodes phénétiques inadéquates comme l'UPGMA. Dans ce dernier, les distances sont utilisées pour effectuer les regroupements directement. Ici, les distances ne servent qu'à guider l'ordre d'insertion. Elles ne déterminent pas l'emplacement de l'insertion. Le critère permettant de déterminer cet emplacement est bien l'augmentation minimale de la longueur de l'arbre qu'on optimise à chaque étape, ce qui est bien une représentation numérique du critère de parcimonie. Merci à Laurent Guégan, enseignant-chercheur au laboratoire de biométrie et biologie évolutive à Lyon 1, d'avoir relu ce script. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous trouvez cet algorithme plus simple ou bien plus compliqué que l'algorithme de compatibilité que je vous ai présenté dans la vidéo sur les groupes emboîtés. Je suis très curieux de lire vos avis. A bientôt sur Evoluscope!